Bonjour et bienvenue dans ce podcast Destination Amérique du Sud, l'émission qui vous fait voyager depuis chez vous. Toute l'équipe des agences Voyage Exception et moi-même sommes ravis de vous faire découvrir l'Argentine, le Chili, la Bolivie, le Pérou et le Paraguay. Au travers des 4 rubriques de ce podcast, nous vous donnons un aperçu des merveilles à explorer de ces destinations. Dans cet épisode, Mathilde nous fait vivre une découverte de la Terre de Feu argentine, puis c'est Célia qui nous explique l'histoire du drapeau paraguayen. Nous recevons ensuite l'expert expat d'exception du mois, notre collaboratrice Victoire, qui nous parle d'une région chilienne pleine de richesses, la vallée de l'Elqui, avant de conclure en culture avec la poétesse Gabriela Mistral. Et pour commencer, c'est au bout du monde que nous vous emmenons, avec Mathilde, pour visiter certains des trésors de la Terre de Feu argentine. Au programme de notre carnet de voyage, un trek à la découverte de la Laguna Esmeralda, puis une excursion nautique vers l'emblématique phare des éclaireurs, tout cela au départ de la ville mythique d'Ushuaia. Bonne écoute! On est allé à la rencontre de la Laguna Esmeralda et du canal de Beagle à Ushuaia. La Laguna Esmeralda et le canal de Beagle sont des excursions incontournables de la Terre de Feu. La première nous emmène contempler la diversité des paysages terrestres du bout du monde, entre forêts, montagnes et lagunes, tandis que la seconde nous fait découvrir ses paysages maritimes et sa faune. Pour notre premier jour à Ushuaia, nous partons à la découverte de la Laguna Esmeralda. Le sentier, bien qu'un peu long, est assez facile, l'idéal pour une bonne mise en jambes. Après une vingtaine de minutes de taxi depuis notre hôtel, nous arrivons au départ de notre randonnée du jour. Le temps qui s'annonçait pluvieux s'est éclairci. La chance est avec nous en ce capricieux mois d'avril. C'est parti pour 4 heures de marche avant d'arriver à la lagune et de déguster nos sandwichs pour la pause déjeuner. Le sentier débute dans une forêt dense que le soleil, qui tarde à se lever, n'a pas encore percé. Il fait frais et le terrain est boueux à cause des intempéries de ces derniers jours. Après quelques minutes de marche, la forêt s'élargit et le soleil se dévoile, nous laissant entrevoir de magnifiques clairières où les couleurs flamboyantes des feuilles encore accrochées aux branches contrastent avec la pâleur du tronc des arbres. Après encore quelques minutes, le chemin nous fait sortir de la forêt pour arriver jusqu'à une plaine où la vue, totalement dégagée sur les montagnes qui nous entourent, nous fait nous sentir minuscules. Un long pont en bois se dresse devant nous. Nous l'empruntons, mais notre regard ne peut se décrocher du paysage. Le panorama est tellement immense qu'on n'en finit jamais de le découvrir totalement. Bien que le mois d'avril ne soit pas considéré comme la saison la plus clémente pour découvrir Ushuaia, nous ne regrettons rien de notre choix. Certes, le climat de l'été doit offrir des températures plus agréables, mais rien ne vaut le jeu de couleurs que nous offre l'automne. Une fois le pont traversé, nous nous enfonçons de nouveau dans la forêt, où un petit ruisseau longe notre parcours. Cette fois-ci, le chemin est plus escarpé, plus difficile, et la montée que nous empruntons se fait de plus en plus raide. Une fois arrivés au sommet, c'est à nouveau une immense plaine qui s'offre à nous. Nous suivons le chemin, semblable à un long pont de planches de bois. Au bout, le sentier redevenu plat continue. La boue est telle que nous essayons de sauter de pierre en pierre pour éviter que nos chaussures ne finissent absorbées par le sol, qui fait l'effet de sable mouvant. L'une d'entre nous y a même laissé sa chaussure avant de la relasser. Sur cette partie, nous continuons de marcher à contre-courant du ruisseau, qui nous tient compagnie depuis la forêt. Les paysages sont magnifiques, et en plus des couleurs des arbres, les petites cascades formées par le cours d'eau amplifient la magie du lieu. Au loin, les montagnes se rapprochent et nous savons que nous ne sommes plus très loin. Sous nos pieds, le sol boueux laisse place à de la pierre. Encore quelques efforts, puis, au milieu d'un paysage grisé par les nuages, une étendue d'eau turquoise apparaît devant nous. Nous y sommes, et en moins de temps que prévu. Nous rejoignons alors nos compagnons qui avaient pris de l'avance en haut d'un imposant rocher, offrant une vue plongeante sur la lagune. Après quelques minutes de repos, nous décidons d'aller plus près de l'eau pour déjeuner. Le soleil, qui s'était caché, ressort pour nous accompagner. Après notre pause déjeuner bien méritée et 10 petites minutes de sieste ensoleillée, nous reprenons notre marche. Avant de rebrousser chemin, nous décidons d'effectuer une boucle autour de la lagune. L'autre côté de l'étendue d'eau nous offre une vue bien différente de notre premier point d'observation. Une plage de sable clair et caillouteuse, que l'eau presque blanche vient inonder, puis, un peu plus loin, c'est de l'herbe qui vient se dérouler sous nos pieds. La boucle est presque bouclée lorsque, à quelques mètres, j'aperçois un petit animal qui nous regarde, tapi entre les arbres. Je me rapproche doucement, tout en faisant signe aux autres de ne pas faire de bruit.
un renard de Patagonie nous observait. Il n'avait pas l'air apeuré, mais plutôt intrigué par les voyageurs qui pique-niquaient et sans doute intéressés par leur reste. Au retour, nous empruntons le même chemin qu'à l'aller. Le soleil n'a malheureusement pas fait sécher la terre dans laquelle nous continuons de nous enfoncer. Mais à force de pratique, notre technique qui consiste à se déplacer de caillou en caillou se perfectionne, et nous passons cette première étape avec plus de facilité qu'à l'aller. Cette fois-ci, le sentier qui est désormais en descente nous semble plus facile. Mais la vue, elle, se renouvelle sans cesse au gré des heures et de la lumière changeante. Une éternelle découverte. Au fur et à mesure de l'après-midi, les rayons du soleil devenus orangés viennent se confondre avec les couleurs des feuilles d'automne. C'est sans encombre et dans un silence traduisant notre fatigue que nous sortons du sentier pour reprendre un taxi en direction de la ville, la tête pleine d'images inoubliables. Pour ce deuxième jour à Ushuaia, nous embarquons à bord de la Paludine pour naviguer sur le canal de Beagle. Nous avions préalablement réservé nos places la veille en nous promenant sur le port, où l'organisatrice nous avait donné toutes les explications. La Paludine est un petit bateau dont les propriétaires proposent des sorties sur le canal de Beagle. Une excursion dure en moyenne 2 heures et permet d'observer les principales îles du canal, la Isla de los Pájaros, la Isla de Lobos et le célèbre phare Les Éclaireurs. On nous annonce que nous ne verrons malheureusement pas de manchots, car ces derniers ont déjà migré à cette période de l'année. Mais tant pis, pour nous consoler, nous reportons nos espoirs sur les baleines, bien présentes en cette saison selon le capitaine, qui affirme en avoir vu chaque jour depuis plus d'une semaine. Nous sommes attendus au port à 10 heures. Nous sommes tout de suite accueillis par le propriétaire et conducteur du bateau et Thomas, notre guide, le temps de cette excursion. Nous sommes un petit groupe de 8 personnes à embarquer, ce qui est très appréciable car Thomas nous explique qu'avec d'autres compagnies d'excursion, on peut facilement se retrouver à plus de 100 personnes pour un seul et gros bateau, ce qui ne permet pas d'admirer comme il se doit la faune et les paysages. Contrairement à hier, un grand ciel bleu se dresse devant nous. Aucun nuage à l'horizon, et le soleil est de la partie, mais le vent aussi. Heureusement, nous sommes bien équipés. Lunettes de soleil, bonnet et cache-cou. Si la cabine du bateau est bien chauffée, le vent souffle fort lorsque l'on sort sur le ponton. C'est parti, le bateau démarre et le port d'Ushuaia s'éloigne lentement derrière nous. Thomas déplie alors 2 cartes afin que nous puissions nous repérer. Il nous explique que le canal de Beagle sépare les îles chiliennes et les îles argentines, et donc que certains paysages que nous apercevons loin appartiennent au Chili. Après une dizaine de minutes d'explication, nous décidons de sortir sur le ponton pour profiter de la vue. À l'horizon, le bleu de l'eau et du ciel se rejoignent pour ne faire qu'un. Nous arrivons à une première île où se trouve une 50aine de lions de mer. Le conducteur rapproche le bateau au plus près possible de l'île afin de faciliter notre observation, et Thomas nous en dit un peu plus sur ces drôles d'animaux. Nous assistons à des scènes de la vie quotidienne. Un petit tête sa mère tandis qu'un autre part nager. Il y en a un plus imposant que les autres, qui fait de drôles de cris. Thomas nous explique qu'il s'agit d'un mâle dominant du groupe. Nous repartons ensuite en direction d'une autre île, où nous observons de plus près ces drôles de mammifères, avant de nous rendre au phare des Éclaireurs. Ce dernier est souvent confondu avec le Faro del Fin del Mundo, qui se situe en réalité à plus de 200 km d'Ushuaia. En s'approchant de l'île du phare, nous nous apercevons qu'elle est peuplée par une harde de cormorans. Ces oiseaux noirs et blancs sont très communs à Ushuaia. Thomas nous explique que ces derniers volent assez mal et qu'ils ne parviennent pas à s'élever au-dessus de l'eau de plus de quelques centimètres. Il nous raconte également l'histoire d'un navire qui a coulé à proximité du phare, dont l'épave est accessible aux plongeurs les plus téméraires. Il est temps pour nous de faire demi-tour. Le bateau redémarre en direction du port. Notre voyage touche à sa fin. Nous sommes émerveillés, mais quelque peu déçus qu'aucune baleine ne se soit montrée. Malgré le vent, nous restons sur le ponton du bateau pour profiter de ces derniers moments, quand tout à coup, Nino, en sa qualité de futur capitaine, crie en pointant du doigt une masse qui sortait de l'eau. La queue d'une baleine! Le conducteur du bateau décide alors de la suivre, ce qui nous permet d'admirer de près ses majestueux mouvements de queue, ainsi que sa respiration, qui laisse s'échapper une brume blanche au-dessus de l'eau. Nous sommes aux anges, notre objectif est accompli, et c'est avec un sourire jusqu'aux oreilles que nous revenons au port. Après avoir remercié l'équipage, nous partons nous restaurer avant de nous rendre au parc national Terre de Feu, où nous parcourons un sentier de la côte, Sendero de la Costa, dans l'après-midi. Merci d'avoir écouté ce carnet de voyage.
S'il vous a plu et si vous souhaitez en apprendre davantage, vous pouvez compléter ce voyage audio par les photos de cette aventure en cliquant sur le lien en description. Passons à présent à notre rubrique Nulle part ailleurs, qui s'intéresse à un point spécifique du passé ou du présent des cultures d'Amérique du Sud. Pour cet épisode, nous nous penchons sur un petit pays du continent qui n'est que rarement sous le feu des projecteurs, le Paraguay, dont nous explorions les régions avec Alain Dettini dans notre dernier épisode. Aujourd'hui, c'est l'histoire singulière de son drapeau que nous explorons avec Célia. Je voudrais aujourd'hui vous faire découvrir le drapeau du Paraguay et ses particularités. Il se peut que vous ne connaissiez pas le Paraguay. C'est un pays d'Amérique du Sud qui compte plus de 7 millions d'habitants, enclavé entre le Brésil, l'Argentine et la Bolivie. Le Paraguay est principalement connu pour son histoire des missions jésuites et ses paysages naturels sauvages. À propos de son drapeau, l'un des éléments culturels essentiels du Paraguay, il possède une particularité. C'est qu'il possède 2 faces distinctes. Seulement 2 autres drapeaux partagent cette même particularité dans le monde, le moldave et le saoudien. Celui du Paraguay est composé de 3 bandes verticales, rouge sur le dessus, blanche au milieu et bleu en bas. Sur ces 2 faces, sur l'une, le centre du drapeau possède des armoiries du pays, soit une étoile jaune et une couronne de laurier. Celle-ci est verte, entourée de l'inscription República del Paraguay. Et sur l'autre face du drapeau, au même endroit, c'est un lion qui est représenté assis sous un bonnet phrygien levé au bout d'un bâton. Ce dessin est surplombé des termes de la devise nationale Paz y Justicia, soit en français paix et justice. Les couleurs de ce drapeau rappellent sans aucun doute les uniformes militaires que portaient les soldats paraguayens lorsqu'ils ont aidé les Argentins à défendre la ville de Buenos Aires. À cette époque, les Argentins faisaient face aux tentatives d'invasion de la Grande-Bretagne. Avant la date de 1842, plusieurs drapeaux coexistaient et se faisaient concurrence, mais depuis cette date, et son adoption définitive par le Congrès général extraordinaire du Parlement national, il n'a plus changé. Place maintenant à notre expert expat d'exception. Ce mois-ci, Mathilde reçoit Victoire, conseillère voyage au sein de nos agences Voyage Exception. Ensemble, elles explorent une région chilienne qui regorge de trésors, de jour comme de nuit, la vallée de l'Elqui, ses ciels étoilés, ses pisquerías et son aura mystique. Salut Victoire, merci d'être avec nous dans ce podcast. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter s'il te plaît? Coucou Mathilde, moi c'est Victoire. Moi je suis une grande fan du Chili depuis 2014. Je suis arrivée un peu par hasard ici, à Santiago, où je travaille actuellement, pour un échange étudiant à l'époque. Si c'était à refaire, je le referais. Et voilà, je suis tombée amoureuse de ce magnifique pays qu'est le Chili. Et donc j'y suis retournée de nombreuses reprises et en principe pour travailler en tant que designer graphique, directrice artistique et maintenant en tant que conseillère voyage chez Chile Exception. Et moi quand je suis arrivée en tant qu'étudiante au Chili, j'ai très rapidement voyagé dans le nord et j'ai découvert la région de la vallée de l'Elqui complètement par hasard. Il se trouve qu'à l'époque j'habitais sur l'avenue Vicuña Maquena à Santiago et que des amis me disent on est à Vicuña. Moi j'étais à La Serena et je me disais j'aimerais bien voir ce qui se passe d'autre autour. Et puis je vois qu'en fait Vicuña n'est pas l'avenue Vicuña Maquena mais aussi une ville. Moi je dis un village, mais c'est un village de 25 000 habitants quand même, mais qui est une ville de la vallée de l'Elqui. Voilà, donc j'ai été une première fois en 2014 et j'y vais à peu près tous les ans. Merci beaucoup de t'être présentée. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce que c'est que cette région, où elle se situe? Alors la vallée de l'Elqui, elle se situe dans la région du Norte Chico, donc elle est au nord de la région métropolitaine. Elle se situe à 570 km de Santiago, donc c'est la vallée qui borde le fleuve Elqui. En espagnol, c'est le Rio Elqui. Elle se trouve dans la cordillère des Andes, et la plus grande ville de cette vallée, c'est Vicuña, qui compte 26 000 habitants. Elle se trouve à 65 km de l'océan, côté ouest, donc, avec la Serena, et 165 km de la frontière argentine, côté est. Comment est-ce qu'on peut s'y rendre à la vallée de l'Elqui? On peut s'y rendre en avion, en voiture ou en bus. En avion, c'est le plus rapide, mais on peut prendre un vol de Santiago à La Serena, puis prendre un petit transfert, 50 minutes de route jusqu'à Vicuña, et puis un peu plus d'1 heure à peu près pour monter jusqu'à Pisco Elqui, 1h30, ça monte. Et sinon en voiture, depuis Santiago, prendre la route 5 jusqu'à La Serena, et prendre sur l'est vers Vicuña, vers Pisco Elqui, enfin là où vous voulez aller, et ça c'est à peu près 7 heures de route. Autrement, il y a des bus de nuit qui desservent depuis Santiago, mais on arrive au lever du soleil à Vicuña et c'est très agréable.
La vallée d'Elki, c'est quoi son climat? La légende dit 365 jours d'ensoleillement par an. La modération dirait 360. La science dirait c'est un microclimat. Au début, c'est un climat qui est assez sec. C'est surprenant d'ailleurs parce que t'as énormément de vignes et c'est très verdoyant malgré la sécheresse. Donc il y a une grande sécheresse atmosphérique, pas d'influence océanique, mais il y a des pluies hivernales qui sont assez rares. Quelle activité on peut retrouver dans cette région? Les activités principales sont essentiellement liées à la culture du raisin pour l'élaboration du vin, du pisco, celle d'avocat, d'agrumes. Il y a aussi les plantations de grenades. Il y a un temps, servaient juste pour l'export et maintenant on les trouve sur les marchés. Et le tourisme, bien évidemment. Ok. Au niveau de l'histoire du lieu, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, la toute première civilisation à peupler la vallée de l'Elqui, c'était El Moye. Eux, avant l'arrivée des Incas et des Espagnols, ils vivaient de leur agriculture et travaillaient essentiellement la poterie, donc travaillaient la terre. Puis il y a eu les Diaguitas, qui ont vécu dans le village du même nom, Diaguitas, jusqu'en 1470, donc date où les Incas prennent ces terres depuis le nord, ils développent l'agriculture, l'élevage et l'exploitation minière. Et c'est là qu'ils donnent ce nom à la vallée de l'Elqui, qui signifie « en haut ». Ce sont ensuite les Espagnols qui, depuis La Serena, prennent possession de cette région. Et bon, ils importent les vignes depuis l'Europe. Et puis plus récemment, on a aussi Gabriela Mistral, née dans la vallée de l'Elqui, à Vicuña même. Elle a grandi à Montegrande, qui a acquis une renommée mondiale et internationale, a été décorée du prix Nobel de la littérature en 1945. Qui a d'ailleurs un musée dédié très intéressant à Vicuña, Calle Gabriela Mistral. Il faut savoir que la vallée de l'Elqui est un lieu qui a une certaine mystique, qui a une atmosphère énergique qui est très particulière. Alors, bon, c'est une information que j'ai ouï dire la dernière fois que j'ai visité la Pisqueria Abba, une information qui n'est pas en lien direct avec la Pisqueria, mais Vicuña serait située sur la latitude 30, au même niveau, de l'autre côté de la Terre, que le Tibet. Donc du coup, il y aurait un lien fort énergétique entre la vallée de l'Elqui et le Tibet. Le Dalai Lama serait même venu à Vicuña, alors est-ce que ça aurait ouvert un portal mystique, que sais-je, mais beaucoup d'habitants ou de personnes qui ont habité ou qui sont passés par la vallée de l'Elqui ou qui s'y sont peut-être rendus avec cette intention de se connecter au mystique, assurent y avoir vécu des expériences paranormales, avoir pu y avoir observé des ovnis, des extraterrestres et d'autres phénomènes inexpliqués. Voilà. Très bien. Maintenant, on passe à la partie où on présente un séjour que l'agence Chile Exception peut proposer dans la vallée d'Elqui. Donc, Victoire, qu'est-ce qu'il y a à faire de plus intéressant dans cette vallée? Tout est intéressant dans la vallée de l'Elqui. Pour entrer un peu plus dans les détails, bon, déjà commencer par la visite de la ville de Vicuña, ses musées, et un peu en dehors du centre-ville, on va trouver différentes pisquerias, des fabriques de pisco, plantations et fabriques et des vignes, sur le secteur de Vicuña et aux alentours, et un peu plus haut vers Pisco et encore au-dessus vers Orcón. En pesquerías, on recommande Abba, donc qui est aux abords de Vicuña, à la sortie de la ville. Doña Josefa, qui est plus proche de Pisco Elqui. C'est des pesquerías qui sont familiales, artisanales, petites. Et puis c'est des bouteilles qu'on peut acheter uniquement sur place, donc c'est assez exclusif. On y va, on visite donc les plantations, toute la fabrique. Donc on découvre tout le processus de fabrication, de la graine, on va dire pratiquement, jusqu'à la dégustation, donc c'est ultra intéressant. Et puis c'est aussi très joli. Et bon. On fait aussi, je sais que San Pedro Atacama est très réputé pour ses ciels extrêmement purs pour l'observation, et c'est le cas aussi de la vallée de l'Elqui. En observatoire scientifique, il y a la CIA qui se visite le samedi matin, 2 jours, et en observatoire touristique, il y a donc El Pangue, qui se visite tous les soirs, sauf la semaine de la pleine lune. Une autre façon de découvrir la vallée, de manière ludique et sportive, qui reste quand même un sport modéré, accessible à presque tous. Une visite à vélo, libre ou guidée, des alentours de Vicuña. On peut aussi faire une magnifique descente à vélo depuis Pisco ou même Orcón, jusqu'à Vicuña, en passant par différentes vignes, par différentes pisquerías, différents petits villages. C'est très sympathique et c'est surtout une très bonne manière de découvrir à son rythme une bonne partie de la vallée de l'Elqui et plein de petits villages à sa guise. C'est une bonne façon de connaître la vallée. Très bien. Où est-ce que tu nous recommandes de loger? Alors, à Vicuña, il y a un très bel endroit qui s'appelle El Solar Madariaga, qui se situe juste à côté du musée Gabriela Mistral,
Calle Gabriela Mistral, qui est un lieu extrêmement bien situé et puis qui offre tout le confort nécessaire et l'authenticité pour passer quelques nuits dans la région. Donc, celui-ci, on aime beaucoup le recommander, il plaît beaucoup à nos clients. Puis un petit peu plus haut, vraiment plus haut, vers Olcón, on a Vivelo Elqui Landscape, qui est un hôtel en standing un peu plus confort, mais qui est très joli aussi, qui a une belle vue. Et au niveau de la gastronomie, dû à ce taux d'ensoleillement exceptionnel à la vallée de l'Elqui, ils ont développé le principe de la cuisine solaire, donc avec des fours solaires, et on peut déguster notamment à Delicias del Sol à Villaseca, une cuisine simple et traditionnelle à l'énergie solaire, grâce à des fours solaires donc qui captent les rayons et qui vont venir du coup cuire les aliments directement avec les rayons du soleil. Voilà. Donc c'est délicieux. Super. Et si on veut boire un verre ou un pisco ou un jus? Tu peux tout faire, tu peux même boire du jus de copao. Donc le copao, c'est fruit du cactus. Alors c'est pas le fruit du cactus qu'on voit toute l'année, le tuna, donc on dit figue de Barbarie en France, mais c'est comme un tuna mais tout rond et qui a normalement tous les ans en février. Donc ça, on peut le boire dans ce même endroit, Delicias del Sol à Villaseca. Ils servent ces jus-là avec les fruits de leur cactus en février. On peut les déguster allongés dans des hamacs et pour peu qu'on ait fait la visite la journée en vélo de la vallée de l'Elqui, on est très content de pouvoir se prélasser dans ces hamacs avec une vue magnifique dans la vallée. Et sinon, évidemment, on peut boire un pisco sour. Il y a un autre super endroit pour boire des jus, c'est un incontournable pour moi, c'est chez Juanito Primero, sur Paiwano, donc c'est en bord de route. Alors, c'est pas une localisation exceptionnelle en soi, on peut se dire, mais les jus sont absolument délicieux. Et c'est un monsieur qui s'appelle Juanito, qui a sa propre production de goyave dans son jardin, donc il sert des jus de goyave fraîches, de copao, donc fruits du cactus quand c'est la saison, frais ou congelés le reste de l'année, mais ça reste tout autant délicieux pour en avoir dégusté en mois de avril. Voilà, avec une vue un peu venteuse l'après-midi. Il faut savoir qu'il y a du vent l'après-midi avec l'Elqui. Le matin, c'est plus doux et l'après-midi, ça tape un peu. Mais c'est magnifique. Donc, pour boire un très bon jus, Juanito Primero, ou Delicias del Sol, dans les hamacs. Super, merci. Pour finir en beauté cette petite interview sur la vallée de l'Elqui, je dirais que c'est une étape qui est plutôt très agréable, originale, peu touristique. Au niveau international, c'est partie des destinations qui sont surtout tourisme local. On va surtout croiser des Chiliens qui viennent camper vers Colchiguas, vers le Rio Magique. Ça en fait du coup un endroit qui est assez exclusif et authentique, avec une très belle énergie, un endroit qui est préservé et qui est très facile à intégrer à plusieurs séjours organisés par l'agence de voyage Chile Exception, que ça reste très accessible depuis Santiago. Dans le cas d'un voyage à San Pedro, à l'Atacama, peut-être qu'au lieu de revenir directement à Santiago, faire étape à Vicuña avant de revenir à la capitale. C'est un endroit qui est bizarrement encore un peu secret, et tant mieux. Donc, allez-y vite. Merci beaucoup Victoire d'avoir été avec nous dans ce podcast. Pour conclure en culture cet épisode, on vous propose de nous pencher sur la vie et l'œuvre d'une écrivaine chilienne originaire de la vallée de l'Elqui, Gabriela Mistral. Née dans le village de Vicuña en 1889 sous le nom de Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga, elle connaît une enfance difficile, marquée par son abandon par son père alors qu'elle n'a que 3 ans. Elle commence à travailler à 14 ans comme aide-institutrice, puis devient enseignante assistante 1 an plus tard. C'est à cette époque qu'elle commence à envoyer ses écrits aux journaux locaux et régionaux. Elle y aborde le sujet d'un meilleur accès à l'éducation pour les filles, les femmes et les personnes d'origine modeste. Devenue institutrice, Lucila Godoy Alcayaga devient Gabriela Mistral, pseudonyme qu'elle emprunte à ses 2 poètes préférés, l'italien Gabriele D'Annunzio et le français Frédéric Mistral. En 1922 paraît son premier recueil, intitulé Desolation, et publié à New York. On y découvre son style qu'elle gardera par la suite, celui des antagonismes, car elle y mêle la tristesse et l'espoir, la mort et la vie. Elle est conviée au Mexique cette même année par le ministère de l'Éducation pour créer des bibliothèques et des écoles, puis devient professeure de littérature à l'Université du Chili. En 1924, Gabriela Mistral publie Tendresse, son 2e recueil dédié aux enfants et au corps maternel des femmes. Devenue consul du Chili, en Europe et aux États-Unis, elle se nourrit de ses voyages
et de sa nostalgie pour sa terre natale, pour écrire Tala, son 3e recueil de poèmes, publié à Buenos Aires en 1938 par Victoria Ocampo. En décembre 1945, c'est la consécration. Elle reçoit le prix Nobel de littérature. Puis on lui décerne le prix national de littérature en 1951. En 1954, elle publie Lagar, son 4e recueil et le dernier qui sera publié de son vivant. Gabriela Mistral meurt à New York en 1957 et est enterrée dans le village de Monte Grande, dans la vallée de l'Elqui, selon sa volonté. Elle reste aujourd'hui une figure emblématique de la culture chilienne, reconnue comme une artiste engagée pour les droits des femmes et des enfants, contre l'élitisme et l'impérialisme ayant des origines autochtones. Une écrivaine aux écrits teintés d'humanité et au ton souvent triste. Son portrait apparaît sur les billets de 5000 pesos chiliens, et de nombreuses écoles et centres culturels portent aujourd'hui son nom. Si vous souhaitez découvrir ses poèmes, on vous recommande De désolation en tendresse, une anthologie traduite au français et parue en 2021 aux éditions Caractère. Merci d'avoir écouté cet épisode de Destination Amérique du Sud, le podcast produit par les agences Voyage Exception. Si nous vous avons donné le goût du voyage, n'hésitez pas à faire un tour sur nos sites internet, dont le lien se trouve en description. Il regorge d'informations sur ces destinations fascinantes. Pour nous soutenir et faire connaître le podcast à d'autres voyageurs, vous pouvez lui mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts. Pour suivre nos aventures et nos actualités, 2 possibilités. Vous pouvez nous suivre sur Instagram et Facebook grâce au lien en description et vous abonner à notre newsletter mensuelle depuis nos sites internet. Merci et à bientôt pour un prochain épisode d'aventure en Amérique du Sud.